Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce 7e webinaire du cycle Arts et savoirs fondamentaux, enjeux de formation initié et organisé par le réseau des INSPE en partenariat avec VK. Je suis Gwendoline Gasteclou, je travaille pour VK et je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous. Donc, le sujet du jour s'inscrit dans le printemps de la recherche en éducation, colloque qui n'a malheureusement pas pu se dérouler en présentiel, mais qu'on est ravi de vous proposer au même titre que les autres directement chez vous. Donc c'est Madame Faure, maîtresse de conférence à l'INSPE de Lyon, qui nous présentera aujourd'hui le thème suivant, l'apport des arts aux apprentissages fondamentaux, que nous disent les neurosciences cognitives à ce sujet. Au cours de cette conférence, je vous le rappelle, vous pourrez naturellement poser toutes les questions qui vous viennent. Donc à tout moment, vous pouvez les poser via l'onglet questions sur la plateforme GoToWebinar située à la droite de votre écran. C'est Madame Mazza, professeure des universités à Lyon, qui en choisira quelques-unes et qui les posera en fin de présentation à Madame Faure. Donc, je vous le répète, n'hésitez pas, dès que vous le sentez, à nous les envoyer. Donc, le format de cette webconférence est un peu plus long que les précédentes. On restera ensemble jusqu'à 15h15, 15h20. Voilà, donc restez bien connectés avec nous. Et avant de céder la parole à notre intervenante du jour, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Hubac, sous-directeur de l'innovation, de la formation et des ressources à la Direction générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, ainsi que M. Gosselin, chef du département des formations, des cycles master et doctorat au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ils vont avoir le plaisir de nous introduire le mot de la fin, si l'on peut dire comme ça, et je leur passe tout de suite la parole, en commençant par M. Hubac. Bonjour. Bonjour, merci. Alors effectivement, le mot de la fin, mais c'est pas tout à fait la fin parce que je pense qu'il y a une conférence derrière qui présentera aussi tout son intérêt pour clôturer ce cycle. Je voudrais d'abord évidemment remercier particulièrement le réseau des INSPE pour ce partenariat autour de la 6e édition du Printemps de la recherche en éducation, sachant que évidemment la Direction générale de l'enseignement scolaire y attache une attention toute particulière dans le contexte actuel de réforme entreprise par le ministre et de la formation initiale et de la formation continue. Et nous avons là ici un événement qui est, à mon sens, assez exemplaire en matière d'articulation de la recherche et de l'éducation. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais insister un petit peu sur ce point-là. Alors effectivement, vous l'avez déjà entendu, j'imagine, le ministre Blanquer insiste avec une insistance qui n'est à mon avis pas à critiquer en matière de formation et en matière d'éducation, deux aspects. Le premier aspect qui est la comparaison internationale, et pour le coup, nous avons à apprendre des systèmes étrangers. Et le deuxième aspect qui est justement l'articulation et, on va dire, l'enracinement dans la recherche. Et cette articulation et cet enracinement, bien évidemment, ils ont vocation à nourrir, on va dire ça comme ça, les pratiques des professeurs, à nourrir les pratiques également des chercheurs en retour. Et je pense que nous avons ici, alors il existe d'autres modèles, mais celui-là, à mon avis, est très intéressant, l'occasion justement de faire ces allers-retours entre la formation, la recherche et la pratique professionnelle d'enseignement. Alors, je voudrais rappeler quand même quelques jalons. Vous le savez, l'été dernier a été votée la loi pour l'école de la confiance qui refonde la formation initiale des professeurs avec la création des INSPE, d'une part. Et puis, au mois de septembre 2019, donc il y a à peine un an, a été publié un schéma directeur de la formation continue et qui cherche à refonder la formation continue des professeurs d'autre part. Et c'est ce continuum de formation qui, évidemment, propose une cohérence globale dans une optique de formation tout au long de la vie. Et à l'intérieur de ce système-là, la recherche doit prendre toute sa place. Alors, la recherche en éducation, plus spécifiquement. Et puis, le corollaire, c'est évidemment une articulation et un partenariat étroit entre les INSPE et puis les académies ou au niveau national, le réseau des INSPE avec le ministère. Et je crois que de ce point de vue-là, nous progressons. Et pour le coup,
l'association à laquelle nous avons été conviés autour du printemps de la recherche me semble très positive. Alors, sachant que, évidemment, hein, nous avons subi pour cette opération les mêmes déboires que pour d'autres opérations, sachant que le printemps de la recherche en éducation est inscrit dans les actions du plan national de formation, piloté par la DGESCO. Nous avons dû faire contre mauvaise fortune adaptation, on va dire ça comme ça. Alors moi, j'ai un grand motif de satisfaction quand même, c'est que une grande partie du printemps a quand même pu se tenir. Alors, nous en sommes à la fin et je pense que nous aurons appris de cette période, nous aurons appris beaucoup et la suite n'aura pas le même sens. Le regret que j'ai évidemment, c'est que le formaton n'aura pas eu lieu. Et pour le coup, c'était une modalité qui m'intéressait particulièrement, mais je pense que pour le coup, ce n'est que partie remise d'une certaine manière. Un mot quand même sur la thématique de cette année, sur les arts et les savoirs fondamentaux. Alors pour moi, cette thématique, elle répond à 3 enjeux. Le premier qui est un enjeu de politique publique, puisque l'éducation artistique et culturelle et les enseignements artistiques font partie d'un engagement présidentiel autour du 100% éducation artistique et culturelle, avec un plan interministériel à l'École des arts et de la culture qui est dans une phase de son acte 2 actuellement. Vous le savez aussi, l'éducation artistique et culturelle, c'est quelque chose qui est profondément porté par le ministère, par le ministre, avec une réaffirmation dans toutes les circulaires de rentrée. La circulaire de rentrée qui est en préparation ne dérogera pas à cette règle-là. Et puis, de manière tout à fait récente, et à mon avis assez symptomatique, à la rentrée prochaine, à la rentrée scolaire prochaine, verra le jour l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle, l'INSEAC, à Guingamp, en Bretagne, avec un pilotage assuré par le recteur Etis. Alors l'INSEAC est déjà installé, mais il ne trouvera son mode de fonctionnement qu'à partir de la rentrée prochaine. Donc on a là un certain nombre de briques qui contribuent à une politique publique volontariste autour des arts et de l'éducation aux arts. Le second enjeu, c'est un enjeu de formation. Et pour le coup, il me semble qu'il faut faire attention sur des thématiques comme celle-là, à ne pas laisser penser qu'il suffirait finalement de pratiquer un petit peu ou d'avoir un discours un peu superficiel pour être légitime à enseigner ou à former autour des arts. Et je pense que le choix qui a été fait d'articuler les arts et les savoirs fondamentaux, pour le coup, c'est bien l'occasion de montrer la dimension interdisciplinaire de la perspective et la dimension contributive des arts à une maîtrise plus globale. On insiste beaucoup en ce moment sur les savoirs fondamentaux, la maîtrise des fondamentaux, en oubliant que beaucoup de disciplines peuvent y contribuer de manière assez majeure. Et pour le coup, on a avec les arts, avec les enseignements artistiques, avec l'éducation artistique et culturelle, et vous remarquerez qu'à chaque fois je le précise parce que c'est pas forcément la même chose, je crois que c'est important de le dire, on a là des entrées qui sont à la fois pertinentes, qui sont bien souvent parmi les professeurs, et en particulier parmi les professeurs des écoles, des entrées qui sont utilisées, mais pas forcément dans l'optique de renforcer l'acquisition des savoirs fondamentaux ou leur maîtrise. Et tout l'enjeu, sans doute, du rapprochement entre les deux, c'est bien de faire comprendre cette dimension, cette mise en relation, cette mise en écho nécessaire et fructueuse. Et puis, dernier enjeu, à mon sens, c'est un enjeu de citoyenneté, un enjeu humaniste au sens profond du terme, parce qu'il me semble que réfléchir à la question de l'articulation entre les arts et les savoirs fondamentaux, en l'inscrivant dans une perspective de formation, c'est bien essayer de constituer une culture ouverte et humaniste pour tous les élèves, surtout parce que je vois en bout de chaîne de cette formation évidemment les élèves, et nous avons là à faire œuvre, on va dire civique au sens très large du terme. Et donc avec ces 3 dimensions de l'enjeu,
enfin, ce sont ces 3 dimensions, on va dire, qui donnent toute leur importance à cet événement. Et sans doute que, même si l'opération est réussie, d'un point de vue transformation en formation à distance, j'ai quand même le regret de ne pas pouvoir tenir ses propos devant une assemblée en chair et en os. Bon, ce regret, évidemment, nous aurons l'occasion d'en discuter quand nous ferons un retour d'expérience, mais il faudra quand même qu'on voit quelle trace ça laisse. Les interventions qui ont eu lieu précédemment sont toutes évidemment très intéressantes et contribuent alors je dis les interventions qui ont eu lieu parce que la prochaine, a lieu dans quelques minutes. Donc, je ne doute pas qu'elle contribuera elle aussi, évidemment, mais ce sont des contributions qui apportent une pierre, à mon avis, décisive. Il faudra qu'on réfléchisse éventuellement à ce qui pourra en être fait ensuite, y compris dans l'inclusion dans d'autres parcours de formation au service de cette question fondamentale. Voilà, donc un immense merci au réseau des INSPE pour cette initiative, pour sa résilience et sa résistance dans le contexte actuel. Et je vous souhaite à tous, parce que je devrais passer sur une autre réunion ensuite, après l'intervention de Pascal, je vous souhaite à tous évidemment une excellente conférence et merci d'avoir assisté à ces échanges. Merci beaucoup, Monsieur Hubac. Je passe la parole désormais à Monsieur Gosselin. Bonjour, Monsieur Gosselin. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, c'est avec grand plaisir que pour le compte de la DGCIP, donc la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur, de l'Insertion Professionnelle, je prononce ces quelques mots de clôture du webinaire. Alors l'année dernière, c'est vrai que j'ai eu la chance de participer à cette clôture en présentiel. Et c'est d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale qui avait fait l'ouverture. Donc aussi pour réaffirmer en fait que les deux ministères sont très sensibles à cet événement qui pour nous est très important. Alors, ce format du printemps de la recherche a été très particulier. Ça, c'est vrai que nous l'avons tous malheureusement constaté. Mais je tenais justement vivement à remercier le réseau d'INSPE de l'avoir adapté et maintenu finalement dans un contexte où nous avons tous passé beaucoup de temps en visioconférence et où finalement les outils numériques ont été déterminants pour notre activité et finalement ils le sont également pour ce type d'événement puisque ça permet finalement aussi de garder du lien sur finalement un événement qui permet à la fois de s'aérer l'esprit et puis surtout de l'ouvrir sur une thématique, les arts et les savoirs fondamentaux. Alors, hasard du calendrier ou pas, et Jean tout à l'heure le soulignait, c'est vrai que ce printemps finalement se déroule peu de temps après la signature de la convention qui crée justement l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. Donc ça, c'est un élément important et qui fédérera en fait pour l'avenir justement la recherche et l'offre de formation à destination des acteurs de l'enseignement artistique et culturel sur l'ensemble du territoire. Alors ce printemps de la recherche, il est toujours un moment privilégié. Pour moi, il a une importance fondamentale en fait, et il a toute sa place dans l'activité même en fait des INSPE. Puisqu'il consacre la place de la recherche comme centrale dans la formation des enseignants, des futurs enseignants et des personnels d'éducation. Ça, c'est très structurant puisque la réforme qui a été mise en place et qui se développe progressivement réaffirme en fait que la formation se fait au cœur d'un master. Et en tant que chef du département des masters au ministère de l'Enseignement supérieur, je ne peux qu'y être très sensible, puisque la part de la recherche est un élément fondamental qui permet en fait justement de dialoguer et de réunir en fait différents acteurs. Et si je devais mettre en avant un point en fait de ce webinaire, ce serait celui de l'ouverture, puisque finalement on a autour de la table tous les acteurs concernés. On a les enseignants-chercheurs, on a des enseignants de tous les cycles. Jean l'a rappelé, c'est vrai que ça fait partie du plan de formation. On a des étudiants. Et c'est un temps de réflexion véritable qui est bienvenu et qui est véritablement soutenu et encouragé puisqu'il permet finalement à tous les acteurs d'être fédérés autour de la recherche.
Alors, ce printemps, il fête aussi ses 6 ans, donc ça, c'est important. Et je souhaitais encore une fois insister sur l'événement, puisqu'on se rend compte aussi qu'il a évolué et qu'il s'est un petit peu réinventé. Et ça, je pense que c'est une bonne chose, puisqu'on a fait plusieurs temps qui ont ou auraient dû encadrer cette session. On a d'abord les conférences, alors ça, qui sont toujours primordiales parce que c'est le cœur même, en fait, de ces journées. On a notamment des interventions qui se déroulent et qui mettent en avant des axes de recherche dans des disciplines scientifiques différentes, au nombre de 7 si je ne me trompe pas. Donc, je voulais remercier véritablement et sincèrement les intervenants. Et puis il y a également quelque chose qui me tient aussi à cœur, puisque je suis encore une fois, de par ma casquette de chef de département, master et doctorat, on a aussi le prix master doctorant. Et ça, c'est une belle occasion de promouvoir en fait la recherche en éducation et de soutenir aussi les doctorants à travers la reconnaissance de leurs travaux. C'est très important parce que c'est vrai que le doctorat est au cœur aussi des politiques publiques et il y a une véritable volonté de le voir reconnaître dans la société et de le reconnaître comme outil et comme diplôme d'insertion professionnelle à part entière. Enfin, le formaton, malheureusement, n'a pas pu se tenir, mais à n'en pas douter, cette modalité en fait et ce temps qui devait lui être consacré, je pense, sera organisé l'année prochaine. Donc, au final, ce printemps de la recherche, il est pluriel, tout comme ses participants, et on ne peut que s'en féliciter. Voilà, donc je suis au regret aussi de vous quitter parce que je vais participer à la même réunion que Jean Hubac et donc nous allons vous laisser, mais je ne manquerai pas de venir consulter sur les plateformes dédiées l'intervention. J'ai déjà eu l'occasion de le faire pour quelques conférences précédentes. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de printemps de la recherche et je vous dis à bientôt. Merci à tous les deux pour votre intervention. Vous nous quittez, donc n'hésitez pas. Merci d'être venus, d'avoir participé. Et on va passer la parole maintenant à notre intervenante du jour, Madame Faure. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, merci Wendoline. Bien, écoutez, je suis ravie d'être ici. Je voulais remercier le réseau des INSPE de m'avoir invité et incité à faire cette présentation. Et donc aujourd'hui, j'ai la lourde tâche de vous donner un petit peu le point de vue des neurosciences cognitives sur les arts et les savoirs fondamentaux, et principalement les apprentissages fondamentaux. Donc, avant toute chose, je voulais remercier Aline Frey et Clément François, tous deux de l'Université Aix-Marseille, qui sont deux spécialistes notamment de l'influence de la musique sur les apprentissages et qui m'ont aidé à préparer cette présentation. Donc, comme vous vous en doutez, eh bien, le sujet de ma présentation s'articulera autour de l'influence de la musique sur les apprentissages fondamentaux. Donc, moi, je suis spécialiste du développement du langage, maître de conférence à l'Université Lyon 1. Et donc, ce qui va m'intéresser principalement, c'est de voir comment est-ce que la musique va influencer l'apprentissage, notamment du langage, qui est un des apprentissages fondamentaux. Donc, je vais essayer de faire cette présentation autour de 3 grandes questions. La première, c'est de savoir comment est-ce que la pratique musicale va influencer le cerveau, qui est le support de tous les apprentissages. La deuxième question à laquelle je vais répondre et qui sera la question majeure de cette présentation, c'est plutôt comment la pratique musicale va influencer les apprentissages fondamentaux. Donc, autrement dit, comment est-ce que le fait d'acquérir des compétences en musique et de s'améliorer en musique va pouvoir influencer aussi les apprentissages et améliorer les apprentissages dans d'autres domaines, comme pour le langage et les mathématiques. Et enfin, je conclurai sur qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça, de toutes ces recherches pour l'éducation. Alors tout d'abord, je voudrais prendre un petit peu de temps pour effectuer un sondage par rapport aux personnes qui nous écoutent, à savoir de connaître un petit peu si vous êtes musicien ou non, et combien le sont. Donc la question, c'est de savoir si vous avez une quelconque pratique musicale. Donc, je vais vous laisser une quinzaine de secondes pour répondre. Wendoline, vous me faites signe quand vous avez un petit peu des informations par rapport à ça. Alors voilà. là, la question s'est affichée, donc les internautes sont invités à y répondre et je vous préviens. Ah, ça y est, on a les résultats. Donc, on a 42% de oui et 58% de non.
Excellent, donc super. Une très jolie distribution, presque 50-50. C'est parfait. Alors, je reviens sur la présentation. Et donc, je vais commencer ma présentation par répondre à la première question, en tout cas essayer de donner des réponses à cette première question, qui est: la pratique musicale influence-t-elle le cerveau, sa structure? Et donc, plus précisément, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce qu'il y a des changements dans le cerveau qui vont être spécifiques à la pratique musicale, à des endroits spécifiques. Donc l'idée, c'est pas d'aller voir si tout le cerveau va changer, ça c'est pas du tout possible, mais par contre d'aller essayer de voir quels peut être finalement les corrélats au niveau du cerveau de l'amélioration et de l'apprentissage de la musique. Alors, la première finalement manière qu'ont eu les chercheurs de répondre à cette question a été de s'intéresser à l'éducation musicale experte, autrement dit d'aller voir les musiciens experts et de voir s'il y avait une influence sur les structures de leur cerveau et leurs apprentissages par rapport à des non-musiciens. Donc pour illustrer un tout petit peu cela, je vais vous présenter une vidéo et je vous amener à participer à un deuxième sondage. Donc vous allez d'abord écouter cette vidéo et puis écouter et regarder, d'accord? C'est très important. Et ensuite vous pourrez répondre à cette question. Donc la question est la suivante. Donc je vais vous jouer une vidéo du titre El Diablo Rojo de Rodrigo et Gabriela, qui sont deux musiciens chevronnés. Et simplement, ce que vous allez devoir faire, c'est de bien vous focaliser sur le mouvement des mains de ces deux musiciens et essayer de me dire si, à votre avis, vous pouvez bouger les doigts aussi précisément et rapidement, les deux en même temps, que ces deux musiciens. Donc, je vais débrancher mon micro. Oui. Et voilà. Donc, voici la question. Après avoir visionné cette vidéo, pensez-vous pouvoir bouger les doigts aussi précisément et rapidement que Rodrigo et Gabriela? Alors, la question est apparue. Vous avez quelques secondes maintenant pour répondre par oui ou par non. Madame Faure, n'hésitez pas à remettre votre micro. C'est fait, je crois. Vous m'entendez bien? Là, oui. Très bien. Parfait. Très bien. Nous avons alors 15% de oui et 85% de non. Donc, une excellente intuition de l'audience aujourd'hui. Effectivement, la capacité à bouger les doigts aussi précisément et aussi rapidement, même pour des gens qui ont de la culture musicale, c'est quand même assez difficile à obtenir. Et finalement, c'est une des compétences que sont allés regarder les chercheurs. Et pour voir si cette compétence, eh bien, elle était, vous pouvez voir la conséquence dans le cerveau des musiciens. Alors, pour suivre. Et donc, ce que ces différentes équipes de recherche ont fait, c'est qu'ils ont pris des pianistes experts, des joueurs d'instruments à cordes, violon, guitare, etc., et même des trompettistes professionnels. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés regarder leur cerveau à différents endroits. Donc là, vous avez une représentation du cerveau pour le cortex moteur, donc la partie du cerveau qui est responsable, en orange à droite, de la production des mouvements et des mouvements rapides. Et puis, vous avez en bleu la partie sensible qui va recevoir l'information. C'est une partie différente du cerveau pour différents types d'entrées sensorielles, notamment pour le toucher. Et ce qui a été montré, donc quand on compare le cerveau des musiciens experts par rapport à des non-musiciens, eh bien, c'est que notamment la zone qui est responsable pour la production du mouvement des doigts de la main, et notamment de la main gauche, pour les instruments à cordes notamment, eh bien, va être plus développé pour les musiciens experts par rapport à des non-musiciens.
Et ce que montrent bien ces recherches, c'est que ce sont vraiment des choses qui vont être spécifiques à différents instruments, puisque à l'inverse, eh bien, les trompettistes, par rapport à des non-musiciens, vont avoir une sensibilité et plus de neurones qui vont être dédiés pour la perception de l'information sensitive autour de la bouche, qui est cruciale pour jouer de la trompette. Donc, en conclusion de ces premières recherches, eh bien, on voit que le cerveau des musiciens experts est légèrement différent par rapport à celui des non-musiciens. Donc, le cerveau musicien a l'air de s'adapter à la pratique musicale. Et donc, on pourrait essayer de continuer avec ce type d'approche en comparant les musiciens et les non-musiciens sur tout un tas de compétences. Le problème, c'est qu'avec ce type d'approche, eh bien, on se retrouve dans une situation de la poule et de l'œuf. On ne sait pas qui cause quoi. Donc, autrement dit, on ne sait pas si l'œuf est avant la poule ou si c'est la poule qui est avant l'œuf. Si on applique ça à la musique et aux différences au niveau cérébral, on ne peut pas savoir si ces personnes qui se sont devenues musiciens experts avaient une prédisposition cérébrale à la base qui leur a permis de développer leur expertise en tant que musicien, ou si au contraire, c'est bien la pratique musicale qui a causé une modification du cerveau. Alors, pour répondre à cette question, autant pour la question de la poule et de l'œuf, on n'a toujours pas vraiment pu identifier quelle était la bonne approche pour répondre à cette question. Mais par contre, concernant l'influence de la musique sur le cerveau, eh bien, il y a une approche qui s'appelle la recherche interventionnelle et qui essaye de répondre un petit peu à cette question en proposant des entraînements musicaux à des non-musiciens pour voir si celui-ci modifie le cerveau et facilite certains autres apprentissages. Alors, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour répondre à ce type de questions? Donc, comment, autrement dit, tester la causalité de l'influence et de l'entraînement musical sur le cerveau et les apprentissages? Alors, la première approche qu'on peut avoir, c'est de se dire, on va prendre un groupe, par exemple, d'enfants ou d'individus, et on va les entraîner. Donc, on va faire un entraînement, par exemple, musical, et on va tester à la fin leurs compétences musicales, leurs compétences langagières, et puis on va aller regarder un petit peu leur cerveau et comparer à d'autres populations. Néanmoins, si vous ne faites que cela, eh bien, vous ne pouvez pas être vraiment sûr de la compétence de cette population avant l'entraînement. Si ça se trouve, vous n'avez pas eu de chance et vous avez beaucoup de personnes qui sont très sensibles à la musique auparavant, avant l'entraînement. Donc, vous ne pouvez pas être sûr que c'est lié à l'effet de votre entraînement. Une première chose que vous pouvez faire, c'est tout d'abord de tester les compétences avant l'entraînement de ces populations pour justement aller regarder la différence entre avant l'entraînement et après l'entraînement, autrement dit, pour essayer de mesurer une progression. Mais néanmoins, ce que vous pouvez voir sur ce graphique, c'est qu'en plus de l'entraînement, il y a un autre facteur qui va changer entre le pré-entraînement et le post-entraînement, c'est simplement le temps. Et vous le savez aussi bien que moi, les enfants, les élèves, eh bien, ont tendance à progresser, quoi qu'il arrive, avec le temps. Donc, on ne peut pas vraiment être sûr, avec cette approche seulement, que l'amélioration des performances serait liée à l'entraînement musical. Donc, pour cela, eh bien, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va tester une autre population contrôle avec les mêmes caractéristiques que le groupe situé à la gauche de l'écran, que le groupe d'entraînement musical. Donc, ils sont équivalents au départ. Et puis, il y en a certains qui vont suivre l'entraînement musical et l'autre groupe qui ne va pas suivre d'entraînement ou qui va suivre un entraînement de contrôle qui n'a rien à voir avec la musique. Et l'idée, c'est que si l'entraînement musical a un effet particulier, eh bien, on devrait obtenir une amélioration uniquement dans ce groupe et peu ou pas d'amélioration dans le groupe contrôle en groupe. Et donc, en suivant finalement cette approche, eh bien, il y a des études longitudinales qui ont été faites chez des enfants entre 5 et 6 ans. Donc, longitudinal, ça veut dire que ce sont les mêmes enfants qui ont été testés avant et après entraînement, donc 2 groupes d'enfants différents. Et donc, dans un premier groupe, eh bien, les enfants suivent un entraînement musical pendant 15 mois, donc c'est un entraînement musical extrêmement massif et important, par rapport à l'autre groupe qui n'a pas suivi d'entraînement, mais qui était équivalent au départ en termes des compétences aux groupes en couleur. Excusez-moi, Madame Faure. Oui, je me permets de... Est-ce que vous pouvez redébrancher votre micro et le rebrancher? Il y a des petites interférences. Oui. Est-ce que c'est mieux? Oui, un peu mieux.
D'accord. Je peux parler plus proche de mon micro si vous souhaitez. Oui, c'est bien. Merci. D'accord. N'hésitez pas. Donc, voilà ce que ces chercheurs ont fait. Et ce qu'ils ont mesuré, c'est qu'ils ont mesuré tout d'abord différentes propriétés du cerveau grâce à l'imagerie par résonance magnétique. Et puis, ils ont aussi mesuré différentes capacités musicales et puis notamment motrices, une capacité à enchaîner rapidement des mouvements des doigts qui sont notamment très développés chez les musiciens, chez certains musiciens experts. Et donc, ils ont effectué ces tests avant puis après l'entraînement. Et ce qu'ils ont déjà trouvé au niveau comportemental, c'est que l'entraînement musical améliorait les compétences musicales, mais aussi les compétences motrices du groupe avec l'entraînement musical, alors qu'il n'y avait pas d'amélioration dans le groupe contrôle. Maintenant, si on regarde ce qui se passe au niveau du cerveau de ces individus, de ces enfants, eh bien, ce que l'on peut voir, c'est que l'entraînement musical va modifier les activations du cerveau par rapport aux enfants qui n'ont pas suivi l'entraînement. Et donc, on voit par exemple des différences d'activation cérébrale dans le corps calleux, qui est finalement la structure qui permet aux deux hémisphères de discuter ensemble, qui est très important pour la coordination des différentes activités. On voit aussi des différences dans le cortex moteur primaire, donc encore une fois, comme la partie bleue du cerveau qu'on avait vu avec les musiciens experts, notamment pour la réalisation de séquences motrices, on voit une activation plus importante pour les enfants avec un entraînement musical plutôt que ceux qui n'ont pas suivi cet entraînement. Et enfin, et de manière très importante pour la suite de cette présentation, on peut voir aussi qu'il y a une activation plus importante dans le cortex auditif primaire, donc autrement dit la partie du cerveau qui est responsable de traiter les sons. Et on voit que l'entraînement musical va permettre d'activer plus fortement ces parties. Et donc, à partir de ce type de résultats, les chercheurs se sont demandé si eh bien, on ne pouvait pas transférer ces compétences, donc cette capacité à traiter le son notamment, vers d'autres apprentissages, comme par exemple l'apprentissage du langage et du langage oral. Donc ici, ce qu'on peut conclure, c'est que jouer d'un instrument influence les activités cérébrales aussi chez l'enfant. Donc il y a bien potentiellement un lien de causalité. Donc voici finalement la réponse à la première question. Est-ce que la pratique musicale influence le cerveau? Eh bien oui, et elle influence le cerveau à des endroits précis, hein, vous avez vu, c'est plutôt de la taille du millimètre, mais ce, dès l'enfance, et on retrouve ces résultats, on les réplique dans plusieurs études. Ça a l'air d'être solide. La deuxième question qui nous intéresse le plus, c'est finalement est-ce que la pratique de la musique va influencer les apprentissages fondamentaux? Donc, autrement dit, est-ce qu'elle va améliorer par ricochet le langage, le raisonnement mathématique, etc. etc. Et donc, ce qu'on va essayer de voir ici, finalement, c'est est-ce qu'il y a une capacité de transfert des compétences musicales? Est-ce qu'on va pouvoir transférer ces compétences vers d'autres savoirs, vers d'autres apprentissages fondamentaux? Alors, pour répondre à cette question, je vais tout d'abord signifier que le langage a été un des candidats les plus favorisés pour essayer de mesurer l'influence de l'entraînement musical. Et c'est un des candidats les plus importants puisque ça fait partie dans les apprentissages vraiment fondamentaux, vous le savez aussi bien que moi. Donc le langage, il permet de communiquer, il permet aussi de comprendre autrui, la théorie de l'esprit, donc c'est la capacité à se mettre à la place des autres, à comprendre les sentiments des autres, ça c'est l'empathie. Il sert aussi à structurer la pensée, le raisonnement. Et enfin, on sait que le langage oral, principalement en maternelle puis écrit à partir du cycle 2, va être le support préféré pour les consignes et la lecture d'énoncés. Et ça va être du coup la colonne vertébrale de tous les autres apprentissages, puisque vous n'allez pas pouvoir réaliser un exercice, résoudre un problème de mathématiques, si vous avez des difficultés pour lire l'énoncé. La deuxième chose que je voulais signaler par rapport au langage, c'est qu'il est l'un des premiers signes cognitifs des disparités économiques et sociales. Donc, il y a plusieurs chercheurs dans différents pays, aux États-Unis, en Europe. Je vous ai présenté ici les résultats de l'étude ELF qui a été effectuée en France, qui montre que le niveau de vocabulaire des très jeunes enfants, donc ces enfants-là ont 18 mois, ils ont un an et demi, et ce que l'on peut voir, eh bien, il y a une corrélation très importante entre la capacité du vocabulaire, donc le nombre de mots que connaît un enfant à 18 mois, et la capacité et le diplôme de la mère de famille, de la mère de ses enfants. On peut voir en fait qu'il y a une corrélation
corrélation positive. Donc, plus le diplôme est élevé, mieux les enfants ont l'air de savoir parler au même âge. Également, ce qui est important de noter, c'est que le langage, et notamment le langage oral, donc le vocabulaire, va être un des principaux prédicteurs de la réussite académique ultérieure de ces enfants. Donc, plus à 18 mois, ils connaîtront le mot, meilleure leur réussite à l'école sera dans leurs années futures. Donc, ceci étant dit, eh bien, le langage étant un apprentissage aussi fondamental, on s'est dit, est-ce que finalement l'entraînement musical va pouvoir améliorer ce type d'apprentissage? Et donc, il y a notamment une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse Opéra, qui est une hypothèse très élégante, qui a été mise en avant par Patel et collaborateurs pour la première fois en 2011, qui consiste à postuler que une des premières choses qu'il y a entre la musique et l'apprentissage, c'est qu'ils partagent des ressources cérébrales, la notion d'overlap ou de recouvrement en français, que comme en fait, eh bien, il y aurait finalement un partage des ressources cérébrales, notamment des aires auditives, comme on a pu le voir dans les diapositives précédentes, eh bien que le fait d'entraîner ces zones-là du cerveau par l'apprentissage musical, eh bien, ça faciliterait la reconnaissance du langage qui sollicite le même type de ressources, des ressources communes. Également, ce qui est postulé par cette hypothèse, c'est que la pratique de la musique requiert un traitement perceptif beaucoup plus précis que la parole. Donc, il faut pouvoir arriver à distinguer entre les différentes notes, les gammes, etc. Et c'est quelque chose, c'est un apprentissage qui est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile que la parole, qui nécessite plus de précision. Et donc, cet finalement entraînement à la précision bénéficierait pour l'apprentissage de la parole et notamment pour l'apprentissage de sons qui n'existent pas dans notre langue maternelle. Et enfin, les dernières trois choses, ce sont que la pratique de la musique favorise les émotions positives, se répète très fréquemment et nécessite un niveau attentionnel élevé et que donc cela aura un impact positif étant donné qu'il y a partage des ressources cérébrales sur l'apprentissage du langage. Donc pour tester un petit peu cette hypothèse, eh bien, il y a le même type d'approche qui a été utilisée que je vous ai présenté précédemment. C'est une étude qui a été faite chez des enfants de 8 ans, des enfants portugais, où en fait 2 groupes d'enfants ont été considérés par cette étude. Pour le premier groupe d'enfants, ils suivaient un entraînement musical pendant 24 semaines, à raison de 2 fois par semaine, avec 1h15 d'entraînement par session. C'est quand même un apprentissage très massif. Par rapport à un autre groupe qui, lui, a suivi un entraînement à la peinture pendant 24 semaines, 2 fois par semaine, 1h15 par session. Et donc, ce que ces chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont mesuré avant leurs compétences, des mesures cérébrales, des tests comportementaux. Je vais vous en détailler quelques-uns par la suite. Et puis, ils ont aussi mesuré ces mêmes compétences à la fin de l'entraînement, à la fin de ces entraînements. Donc, voici à peu près ce à quoi ressemblaient les participants, enfin, voici les participants de l'étude, pardon. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que les mesures cérébrales qui sont effectuées ici, ce n'est pas de l'imagerie par résonance magnétique, c'est de l'électroencéphalographie. Donc, ce que ça veut dire, vous avez un casque avec des électrodes sur la tête qui sont posées. Ces électrodes n'envoient absolument rien au cerveau. Par contre, elles ne font que mesurer l'activité électrique à la surface de la tête de ces enfants. Et donc, en fait, ces activités électriques, on sait les interpréter. On sait les interpréter en fonction des différentes tâches qu'on va donner à faire à ces élèves. Et donc, ils ont été suivis pendant presque 2 ans. Alors, concernant l'entraînement musical, il y avait différentes parties, différentes activités. Des activités sur la reconnaissance du rythme. Vous voyez qu'il y a des percussions qui sont devant ces enfants. Des activités sur la reconnaissance et l'identification de différentes mélodies. Des activités aussi sur la reconnaissance de différentes harmoniques pour une même note. Et puis enfin, les activités de reconnaissance des différentes timbres. Donc, on va donner une même note. On va avoir un La qui va être fait par un violon et un La qui va être fait par une guitare. Il va falloir différencier l'instrument, différencier le timbre. Concernant l'entraînement à la peinture, qui a été aussi fait par un professionnel de la même manière que l'entraînement de la musique, eh bien, il y avait tout un travail effectué sur la lumière, sur là où les perspectives, les couleurs, les lignes, mais également le matériel et les textures qui ont varié dans ce type d'entraînement.
Et donc, qu'est-ce qui a été en premier regardé? Eh ben, c'est la capacité de ces enfants, avant puis après entraînement, à lire des mots isolés. Donc, encore une fois, je vous rappelle, ces mots ont étaient en portugais. Donc, je vais vous donner un exemple de mot difficile à lire à cet âge-là. C'est par exemple l'équivalent en français du mot monsieur. En effet, si vous devez lire le mot monsieur et que vous êtes en train d'apprendre à lire en français, eh bien, la probabilité est que vous allez prononcer monsieur. Parce que qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous appliquez les correspondances que vous avez apprises entre les lettres et les sons, entre les graphèmes et les phonèmes. Mais néanmoins, ce mot-là est irrégulier, donc il est très difficile à lire. Il va falloir apprendre par cœur que ces mots-là se prononcent monsieur et pas monsieur. Et bien, pour le même type de mot en portugais, les chercheurs ont pu montrer que le groupe musical avait diminué, ici c'est le nombre d'erreurs qu'ils trouvaient, que les erreurs après entraînement diminuent par rapport à ce qui se passait avant entraînement. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces erreurs en fait ne sont pas retrouvées dans le groupe, cette diminution d'erreurs n'est pas retrouvée dans le groupe musical. Donc vraiment, il suggère que c'est vraiment l'effet de l'entraînement musical qui améliorerait la lecture de mots difficiles. Donc voici un premier argument pour le transfert des compétences musicales vers l'apprentissage du langage. Également, ce à quoi sont intéressés les chercheurs, c'est la segmentation de la parole en mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça vient. Pourquoi cette question elle est intéressante? C'est parce que la parole, en fait, à la différence du langage écrit, eh bien, c'est un signal qui est continu. Donc, si je vous présente ici un enregistrement de ma propre voix, qui est effectué pour la présentation, de la phrase célèbre de l'école des femmes, le petit chat est mort, et que je vous montre finalement la portion de ce signal acoustique qui représente le mot chat, vous voyez, il est représenté ici en bleu, eh bien, vous voyez que c'est un petit peu quand même difficile de dire que c'est évident que le mot chat commence ici et le mot chat termine à cet endroit-là. Et donc vraiment, comme on peut le voir ici, il n'y a pas de silence entre les mots qui nous permettent, comme pour le langage écrit, où il y a des espaces entre les mots, qui nous permettent d'effectuer et de deviner les frontières. Donc, ce qui va se passer, eh bien, c'est que l'enfant, quand il apprend sa langue maternelle ou quand un individu apprend une langue étrangère, la première chose qu'il va devoir apprendre à faire, c'est à segmenter, extraire les mots à l'intérieur de la parole, du flux continu de parole. Donc, comme je vous le disais, ça va vraiment être une étape cruciale de l'acquisition de la langue maternelle et de l'apprentissage des langues étrangères, et ça va même arriver avant l'apprentissage du vocabulaire et du sens, puisqu'il faut d'abord extraire les mots pour ensuite pouvoir les associer à un sens. Et cette capacité, eh bien, elle va prédire le développement ultérieur linguistique des bébés. Donc, par exemple, si on mesure les capacités de ces bébés à segmenter la parole en mots lors de leur première année de vie, donc de l'âge de 7-8 mois, eh bien, ça va permettre pour plus tard de prédire leurs compétences en termes de vocabulaire. Donc, les enfants qui ont le mieux segmenté la parole à l'âge de 7-8 mois sont ceux qui auront le vocabulaire le plus développé à l'âge de 18 mois, lors de leur deuxième année de vie. Et ce que je voulais souligner ici, c'est que cette compétence, elle peut paraître triviale pour quelqu'un qui entend sa langue maternelle et qui est expert, comme beaucoup d'adultes qui font partie de cette audience, mais en fait, il existe, elle ne l'est pas pour l'enfant. Et on trouve encore beaucoup d'erreurs qui sont faites, notamment dans la maternelle, qui sont liées à des déficits, à des erreurs de segmentation de la parole. Donc, par exemple, je vous ai présenté l'exemple ici d'un enfant de maternelle qui va dire un ours au lieu de un ours. Et en fait, cela vient du fait que la plupart du temps, quand on parle des ours, on en parle au pluriel. Et donc, l'enfant va entendre des ours, des ours, des ours. Et donc, il va segmenter ours plutôt que ours. Et il va le réutiliser de manière erronée par la suite jusqu'à qu'on le corrige. Donc voilà, et donc ce sont des difficultés qui sont retrouvées encore en maternelle. Donc pour illustrer cela, pour un adulte qui apprend sa langue maternelle, je vais vous demander de participer maintenant à un troisième sondage, juste après avoir écouté cette petite vidéo.
Donc, c'est une vidéo que j'ai prise sur YouTube d'une locutrice du taïwanais et du chinois qui prononce la phrase, en tout cas selon ses dires, ce mardi, je vais étudier à la bibliothèque, puis aller voir un ami. Elle la prononce en taïwanais, puis juste après en chinois. Et donc, je vais vous demander, juste après, de regarder cette vidéo et d'essayer de distinguer les mots de ces phrases-là, qui constituent ces phrases. Et vous allez me répondre si vous êtes arrivé à distinguer les mots. De la vidéo, j'enlève mon casque. Voilà. 我这星期二想要去图书馆念书，然后去见我朋友。我这星期二想要去图书馆念书，然后去见我朋友。 Voilà. Excusez-moi, c'est parti un peu vite. Je remets mon casque. Alors, la question s'est affichée. Vous avez quelques secondes pour répondre. Alors, Madame Faure, on a 7% de oui et 93% de non. Oui, eh bien écoutez, ça correspond bien à ce qu'on a retrouvé dans les résultats de la recherche, c'est-à-dire qu'il est très difficile lorsque l'on ne connaît pas la langue. Donc, j'ai supposé que la plupart d'entre vous étaient de langue maternelle française ou en tout cas ne connaissaient pas très bien le taïwanais ni le chinois. Mais peut-être qu'il y en a certains qui maîtrisent très bien ces langues et à ce moment-là, c'est un jeu d'enfant pour eux de distinguer les mots à l'intérieur des phrases. Mais pour les personnes qui n'ont aucune idée de ces langues, comme moi, malheureusement, eh bien, c'est très difficile. Et donc, finalement, un jeune enfant qui va apprendre sa langue maternelle, ou encore un élève allophone qui va arriver et débarquer en France sans bien connaître, sans maîtriser le français, eh bien, il va faire face à cette grande difficulté-là. Et donc, ce que ces chercheurs ont pu effectuer, donc ils ont inventé un langage, d'accord, pour être bien sûr qu'il n'y avait aucun enfant qui pouvait le connaître. Ils ont testé ces mêmes enfants portugais sur ce langage inventé. Donc, ils leur ont fait écouter ce langage inventé pendant un certain temps. Et ils ont testé leurs compétences à extraire par la suite des mots pour le groupe qui avait subi l'entraînement musical et pour le groupe qui avait suivi l'entraînement de la peinture. Et ce qui a été montré, qui est très intéressant ici, c'est qu'avant tout type d'entraînement, eh bien, les performances sont équivalentes autour de 50%. Donc là, c'était le hasard dans cette étude. Donc, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Ils répondent complètement au hasard. Puis, on voit une amélioration des performances seulement pour le groupe de la musique par rapport au groupe peinture. Et on voit qu'après 2 ans d'entraînement, on voit que les performances continuent à augmenter. Et donc, de manière intéressante, eh bien, cela montre qu'il y a une meilleure segmentation de mots dans le groupe musique par rapport au groupe peinture, qui suggère que l'entraînement musical eh bien, viendrait faciliter la segmentation de la parole en mots. Donc, si on essaye, donc, je ne vais pas vous faire une revue de littérature sur l'ensemble des recherches qui ont étudier l'influence de la musique sur l'apprentissage du langage, mais je vais vous présenter un petit tableau ici qui fait un petit peu office de résumé. Donc, il est un petit peu indigeste, mais je vais vous aider à le comprendre. Donc, on retrouve finalement différentes activités langagières sur la première colonne de gauche pour les adultes et pour les enfants. Et on voit qu'il y a des recherches qui ont tout d'abord montré qu'un entraînement musical eh bien, va faciliter l'apprentissage des sons de sa propre langue maternelle, mais aussi l'apprentissage de sons, que ce soit pour la perception, la reconnaissance ou la prononciation de la langue dans une langue étrangère. Donc, par exemple, chez l'enfant, eh bien, il y a une étude par Milenov et collaborateurs qui a été faite chez des enfants finlandais qui apprenaient l'anglais. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une meilleure prononciation et une meilleure compréhension des sons spécifiques à l'anglais qui n'existent pas en finlandais. Donc, par exemple, comme la différence entre les i, le i long et le i court, qui sont très difficiles à différencier en français. Et bien, pour l'équivalent de ces choses-là pour les enfants finlandais, on voit que ceux qui ont eu un entraînement musical sont meilleurs par rapport à ceux qui n'ont pas eu d'entraînement musical. Également, et ça c'est très important pour l'éducation, on peut voir qu'il y a une amélioration de la perception de la parole dans le bruit.
chez les personnes qui ont une pratique intensive de la musique, là il y a surtout des résultats chez l'adulte, par rapport à ceux qui n'en ont pas. Et ce qui est intéressant, c'est que surtout sur la personne âgée, on retrouve qui sont en général très sensibles au fait qu'il y ait du bruit autour d'eux, eh bien, on retrouve une conservation de la capacité à percevoir la parole dans le bruit meilleure chez les musiciens que les non-musiciens, comme s'ils gardaient un petit peu l'oreille. Et ça, c'est quelque chose d'important pour l'éducation puisque les classes sont souvent assez bruitées et il faut quand même arriver à suivre les consignes données par l'enseignant. Également, l'entraînement musical, la pratique de la musique, eh bien, va favoriser la compréhension de l'intonation et de ses variations dans la parole. Donc, par exemple, l'intonation va me permettre de différencier si une phrase est à la voix affirmative ou interrogative. Donc, Marie mange la pomme ou Marie mange la pomme. Et bien, tout simplement, l'entraînement musical va faciliter la détection de ce type de variation, qui va être notamment aussi utile pour la détection de l'humour, de l'ironie, etc., qui va faciliter du coup la compréhension. Et enfin, de manière complètement non négligeable, il y a plusieurs preuves que l'entraînement musical favoriserait l'accès à la conscience phonémique, donc autrement dit au fait qu'on ait conscience que les mots sont composés de petits sons et que ces sons vont correspondre à des lettres et des groupes de lettres qui vont me permettre d'apprendre à lire et à écrire. Eh bien, finalement, cet entraînement musical me permet d'améliorer cette compétence et me permettrait de mieux entrer dans la lecture par rapport à des personnes qui ne suivraient pas ce type de pratique ou d'enseignement. Donc voilà, la liste est non exhaustive des interactions entre musique et apprentissage du langage. Mais sachez que l'influence de la musique ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on retrouve aussi des influences sur différents apprentissages scolaires et extrascolaires, notamment une influence importante sur les émotions positives qui vont générer la motivation. Et vous savez bien qu'il n'y a pas d'apprentissage s'il n'y a pas de motivation des élèves à apprendre. Également, la pratique de la musique, du chant, favorise la mémorisation de ce qui est dit, qui est quand même un important, très important pour les apprentissages. Aussi, on retrouve différentes stratégies, des stratégies plus efficaces d'apprentissage chez les enfants avec un entraînement musical, une pratique musicale par rapport à des non-musiciens. On trouve aussi des meilleures capacités de raisonnement non verbal, donc c'est un petit peu la logique, le raisonnement qui va permettre de résoudre des problèmes mathématiques, par exemple. Et enfin, on trouve aussi une meilleure estime de soi, une meilleure mémoire verbale, donc pour le langage, et une meilleure aussi attention auditive et visuelle, donc pour faire attention au son, mais aussi pour faire attention à ce qu'on voit dans une scène. Donc c'est pas juste un entraînement au niveau du son, il y a quelque chose de plus général ici qui se passe comme effet de la musique sur les apprentissages scolaires. Donc ce que je voulais souligner par rapport à cette deuxième question, donc autrement dit, est-ce que la compétence musicale va avoir un impact sur les apprentissages fondamentaux eh bien, c'est de savoir si ça marche pour tous les enfants et à partir de quel âge. Et donc, il y a plusieurs études qui ont montré, donc qui sont intéressées aux tout petits bébés et qui ont montré des effets positifs du chant chez le bébé, notamment pour la détresse émotionnelle. Donc ça, c'est une étude qui a été effectuée par Corbeil et al. En 2016, qui est une équipe de recherche française. Et ce qu'ils ont proposé aux enfants, à des bébés âgés entre 7 et 10 mois, c'est soit du chant, le chant de la souris verte, ou soit la souris verte, mais simplement parler. Et donc, ils ont fait écouter ces différentes choses aux enfants. Et la mesure qu'ils avaient, c'était le temps avant le premier signe de détresse émotionnelle de ces bébés. Donc, la détresse émotionnelle, c'est quand le bébé commence à faire une grimace juste avant de pleurer, un petit peu comme ça, là, on sent qu'il va commencer à pleurer. Et donc, finalement, plus le temps est long, plus le bébé est serein. Et ce qu'ils ont pu montrer ici, c'est que lorsqu'ils entendent de la voix chanter, eh bien, ils mettent beaucoup plus de temps avant de signifier qu'ils commencent à être en détresse émotionnelle, plutôt que quand on leur parle. D'accord? Donc ça, c'est important. Concernant la mémorisation, eh bien, il y a d'autres études qui ont été effectuées et qui montrent que des bébés vont mieux se rappeler de séquences sonores
par rapport à des nouvelles séquences sonores qu'on leur proposerait, lorsque ces séquences sonores ont été chantées, plutôt que lorsque ces séquences sonores ont seulement été parlées. Donc les séquences sonores ici, c'est simplement des séries de chiffres. Voilà, donc globalement, aussi une meilleure mémorisation dans le groupe chant. Donc il faut chanter aux enfants et le plus tôt possible, ça les rassure et ça les aide à mémoriser. Concernant l'impact de la musique dans diverses populations, il y a eu plusieurs initiatives déjà depuis plus d'une dizaine d'années sur les populations précaires. Donc, il y en a eu dans plusieurs pays. Je vais vous détailler un petit peu celle qui a été faite par la Philharmonie en partenariat avec la Philharmonie de Paris. Ça s'appelle le projet DEMOS, qui est un acronyme pour Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, donc l'équipe, il y a eu la mise en place de ce projet pour différentes écoles, mais notamment une école dans la région PACA, sur des enfants qui avaient entre l'âge de 6 et 12 ans, donc du CP au CM2, et qui étaient issus de familles extrêmement modestes sur le plan social et économique. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris donc l'ensemble de ces enfants et ils les ont leur ont proposé un entraînement musical pendant 18 mois à raison de 2 heures, de sessions de 2 heures, 2 fois par semaine, plus une session en orchestre 1 fois par mois. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont présenté des tests standardisés. Donc, on connaît déjà finalement les réponses et les scores et les performances dans la population classique. Donc, il n'y avait pas besoin ici de groupe contrôle pour cette étude, avant entraînement et après entraînement, avec l'idée qu'il devrait y avoir une amélioration avec l'entraînement musical des performances de ces enfants. Et donc, un de leurs résultats les plus prégnants sont à des tests standardisés sur l'attention et l'attention soutenue. Vous savez, l'attention soutenue, c'est ce qui permet aux enfants d'aller faire leur exercice de maths, de français, d'histoire, de bout en bout, sans être distrait par autre chose. Eh bien, ici, la tâche qui était proposée, c'était simplement d'aller détecter toutes les lettres D parmi ces autres lettres, ces autres consonnes, notamment la lettre P, et de barrer en fait toutes les lettres sans en oublier aucune. Et ce qu'ils ont pu montrer, c'est que finalement, l'entraînement, l'apprentissage et l'entraînement musical améliorent les capacités à focaliser l'attention, puisqu'on trouve une amélioration très importante, un très joli effet pour ce test, lorsqu'on compare les performances avant l'entraînement, en pré-entraînement, par rapport aux performances en post-entraînement. Donc, autrement dit, eh bien, cela suggère fortement que l'apprentissage de la musique améliore les capacités à focaliser l'attention, à se concentrer. Donc, concernant notre deuxième question, est-ce que la pratique musicale influence les apprentissages fondamentaux? Oui, il y a l'air d'avoir des transferts, des effets positifs et pas d'effets négatifs qui ont été reportés dans la littérature. On aurait pu penser que, par exemple, la musique, vu qu'elle monopolise les ressources attentionnelles, eh bien, les enfants n'auraient pas de ressources pour faire autre chose. Or, ce n'est pas le cas. Ce qu'on peut voir, c'est que vraiment, il y a un effet positif. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et on observe ces bénéfices-là pour un large panel d'apprentissages fondamentaux, pas seulement pour le langage, mais aussi pour le raisonnement, etc., comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Et on observe des effets bénéfiques très tôt dans l'enfance, dès les premiers mois et les premiers jours de vie. Et enfin, ces bénéfices sont observés pour un large groupe d'enfants, pas seulement les enfants des classes sociales favorisées, mais ça a l'air de fonctionner pour l'ensemble des enfants. Donc, quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer pour l'éducation? Donc, la première conclusion qu'on peut tirer, c'est que la musique à l'école, ce n'est pas un remède miracle. Elle ne rend pas plus intelligent, et elle nécessite un apprentissage de la musique très important, qui est long et difficile, et qui est beaucoup plus difficile que d'apprendre sa langue maternelle. Et ce que les recherches aujourd'hui montrent, ce que l'on sait, c'est qu'il y a un transfert des compétences musicales vers d'autres apprentissages, seulement quand il y a des entraînements massifs et réguliers par des professionnels de la musique. On a beaucoup moins d'informations sur ce qui se passe par des pratiques un peu plus informelles. Néanmoins, il y a quand même des questions qui restent en suspens. Donc, est-ce qu'il existe finalement un maintien de ces
bénéfice à long terme, c'est-à-dire est-ce que ces enfants qui ont suivi cet entraînement musical, est-ce qu'ils vont pouvoir avoir ce bénéfice-là pour le reste de leur vie, combien de temps ça va durer, et puis aussi quelle est la durée et la fréquence minimum nécessaire aux interventions musicales, puisque l'idée n'est pas absolument de remplacer les enseignements fondamentaux, mais de venir les compléter avec d'autres types d'activités. Donc, combien de temps ces interventions musicales sont censées durer, à quelle fréquence, etc. Et enfin, la question du bénéfice des pratiques informelles. Alors, il y a certaines recherches qui suggèrent que, par exemple, la propension de certains enfants à aller écouter de la musique tout seuls dans leur chambre, à poser des questions à leur famille par rapport à la musique, à demander, à solliciter des pratiques musicales, eh bien, serait corrélée à de meilleures performances concernant leurs apprentissages fondamentaux. Donc, l'idée, c'est que potentiellement, il y aurait aussi un bénéfice sur des pratiques informelles, mais on ne sait pas encore vraiment comment ça fonctionne. Et il faut le vérifier avec d'autres types d'études. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles pistes on peut fournir? La première chose, c'est les effets bénéfiques sur le langage. Et ça peut être réutilisé, je pense, vu qu'on ne trouve aucun effet négatif, pour la perception du langage oral dès la maternelle, avec des entraînements musicaux, de l'éveil musical pour la perception des sons, que ce soit pour la langue maternelle ou pour l'apprentissage des langues étrangères, comme c'est le cas pour les élèves allophones, qui sont en grand nombre, notamment dans les écoles maternelles. Pour aussi segmenter la parole en mots, c'est la même question, ça aidera forcément l'apprentissage de la langue maternelle pour les enfants de langue maternelle française, mais aussi pour les allophones, pour l'apprentissage du français. Ça améliorera aussi potentiellement, ça pourrait améliorer la compréhension, notamment avec une représentation plus précise de la variation de l'intonation et de son interprétation. Et puis, ça permettrait aussi une fluidité concernant la prononciation de différents sons, puisqu'on sait qu'à l'entrée en maternelle, eh bien, la plupart des enfants ne prononcent pas tous les sons, tous les phonèmes de manière correcte, et beaucoup d'enfants, il y a encore 10% d'enfants qui sortent de la maternelle sans avoir la capacité à prononcer correctement tous les sons. Donc, la musique pourrait bénéficier ces élèves et pourrait bénéficier la maternelle. Et par la suite, elle pourrait aussi bénéficier la prise de parole au premier degré comme au second degré. Donc, vous avez les comptines en maternelle, mais vous avez aussi le chant de manière générale qui aide notamment à la mémorisation. Et puis aussi, on trouve des effets sur le langage écrit, l'apprentissage de la lecture et la conscience phonologique. Et enfin, ce que je voulais signaler, c'est qu'il y a certaines recherches qui commencent à montrer qu'il y a aussi des effets bénéfiques de l'entraînement de la musique sur les troubles du langage, notamment dans la dyslexie. Donc ça reste à confirmer, mais ça pourrait être une bonne piste d'activité à faire en pédagogie différenciée avec des élèves qu'on trouve qui ont un retard, notamment pour l'apprentissage en lecture, sans qu'ils aient forcément un diagnostic de dyslexie. Également, on trouve des effets bénéfiques de manière générale sur la mémorisation, mais également la concentration des élèves. Donc, on a vu que avec le projet DEMOS, que le maintien de l'attention, les enfants sont moins distraits et distractibles par tout ce qui pourrait se passer autour, que ce soit le collègue qui fait tomber un crayon ou ce qui se passe par la fenêtre de l'école, de la salle de classe. Également, on trouve une meilleure capacité de raisonnement, donc ça pourrait s'appliquer à plusieurs cycles, notamment pour la résolution de problèmes en mathématiques. Et enfin, on trouve des effets généraux sur la motivation, l'estime de soi et la gestion des émotions. Et donc ça pourrait être de très bons outils, ça pourrait être un bon outil contre le décrochage, mais aussi pour la gestion de classe et la gestion de conflits entre élèves. Voilà. Donc, je crois que j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je suis prête pour les questions. Merci beaucoup, Madame Faure, pour votre présentation très, très intéressante qui a soulevé tout au long de la conférence quelques questionnements chez nos internautes. Et c'est Madame Mazza qui va maintenant prendre la main et vous en poser quelques-unes. Madame Mazza, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Mathilde pour cette superbe conférence. C'était extrêmement intéressant. C'est un sujet qui est passionnant et je trouve ça très intéressant de voir qu'on peut avoir un regard dans des prismes différents axés sur ce même axe que l'art
puisse apporter à nos apprentissages. Donc, merci beaucoup. Donc, effectivement, on m'a transmis plusieurs questions au cours de la conférence. Donc, pour certaines d'entre elles, les réponses sont arrivées au fur et à mesure de la présentation, mais je vais en piocher quelques-unes. Je m'excuse déjà de ne pas pouvoir toutes les sélectionner. Donc, une des questions que j'aimerais ici, dans le tableau que tu as présenté, tu as souvent illustré des études qui avaient été faites chez des enfants qui parlent déjà, donc généralement des enfants, on va dire, autour de 4-6 ans pour les principales études. Existe-t-il des études qui pourraient montrer un effet bénéfique, par exemple, de la musique sur la segmentation de la parole, mais chez des enfants encore plus jeunes, comme par exemple chez des bébés, puisque c'est une de tes compétences de pouvoir évaluer l'acquisition du langage chez les très jeunes enfants. Est-ce qu'il existe des données qui puissent déjà nous montrer cela avant même la production, on va dire, du langage? Ah oui, c'est une question très pertinente. Merci Stéphanie. Donc oui, en effet, il y a des études qui montrent, donc une étude qui a été effectuée par Clément François et collaborateurs à l'Université d'Aix-Marseille, qui est la personne notamment que je remercie au début de la présentation, qui a montré en fait que le fait de présenter de la voix chantée dans un langage inventé à des bébés, eh bien, ça les aide à distinguer les mots à l'intérieur de ce langage par rapport à de la parole simple, un peu monotone. Et donc, il a pu montrer ça de manière comportementale, mais il a pu aussi montrer que le cerveau des bébés réagissait différemment et arrivait à détecter les mots à l'intérieur du flux de parole dans la condition voix chantée par rapport à la condition voix monotone. Donc oui, ce serait donc là une des conclusions que l'on peut tirer de ça, c'est que si vous voulez booster un petit peu les compétences des enfants et des bébés dès le plus jeune âge, au niveau notamment du langage, hein, mais pas que, eh bien leur chanter beaucoup de choses, ça les aide, ça aide à mémoriser, ça les apaise, mais ça les aide aussi à trouver les mots dans le flux de parole. Merci Mathilde. Ça rejoint une question qui est revenue plusieurs fois chez les internautes. C'était quelque part un impact quand il s'agit d'un entraînement, donc quand il y a un effort qui est fait dans une répétition de ces entraînements. Est-ce qu'on retrouve la même chose quand il s'agit d'une écoute passive de la musique? Est-ce qu'il y a des données qui nous montrent que cette écoute passive a déjà un impact sur le fonctionnement cérébral des enfants et sur les apprentissages également? Alors ça, c'est une très bonne question. Pour l'instant, je pense qu'il y a peu d'études justement sur ces pratiques qu'on pourrait qualifier en tant qu'informelles autour de l'apprentissage de la musique et de ses effets. Probablement, il y a quand même des effets sur déjà la motivation, l'estime de soi et le ressenti d'émotions positives. Parce que ça, on sait que, par exemple, la musique, de la même manière que la nourriture ou d'autres types de plaisirs, va vraiment solliciter le réseau cérébral responsable de la récompense, en fait. Donc, vraiment, on sait que c'est quelque chose de très... qui va faire en fait générer des réponses positives et donner une récompense aux individus qui écoutent de la musique. Donc ça, on sait que c'est quelque chose et probablement que ces pratiques-là génèrent déjà ce type d'effet qui va probablement ensuite pouvoir avoir des impacts sur les apprentissages. Concernant, donc il n'y a pas beaucoup de recul de la littérature sur des effets un peu plus directs, comme j'ai montré par exemple avec les études d'entraînement. Donc ce qu'on peut voir, c'est que de manière corrélationnelle, donc on n'a pas vraiment d'idée sur la relation causale, mais on voit que les enfants qui ont tendance à pratiquer avoir un attrait pour la musique, à s'intéresser à cette musique, etc., et à l'écouter. Et en fait, on ne sait pas à quel point ils l'écoutent de manière attentive. Mais ces enfants-là ont l'air d'avoir quelque chose de finalement développer plus des meilleures compétences pour les apprentissages fondamentaux. Mais ça, c'est quelque chose à aller vérifier par la suite dans d'autres études. Ce n'en est qu'au balbutiement. Une autre remarque, alors c'est pas formulé sous forme de question, mais c'est une remarque qui revient de parents qui nous écoutent et qui disent qu'effectivement cet apprentissage de la musique, c'est aussi un goût de l'effort.
Parce que c'est un peu comme la pratique du sport, c'est pour la plupart des enfants quelque chose qui va nécessiter du temps, de la déception, puis de nouveau de la progression. Et effectivement, est-ce que cette difficulté dans l'acquisition ne les arme pas peut-être aussi à affronter d'autres difficultés qui seraient liées aux apprentissages fondamentaux? Oui, alors c'est fort probable que ça joue de manière générale sur la motivation, mais il y a des recherches qui le montrent et qui finalement, en fait, la motivation, elle vient aussi du fait qu'on va pas se décourager à la première erreur, la première difficulté qu'on va faire ou rencontrer. Donc oui, je pense qu'il y a des effets au niveau à ce niveau-là, sur la notion d'effort et sur le fait qu'il faut persévérer. Donc, au niveau de la motivation, il y a ça. Et puis, un des corrélats très importants, et je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental dans la musique, c'est qu'en fait, le fait qu'on doit, vu que c'est un apprentissage extrêmement difficile, on doit être très précis. Quand on est, par exemple, juste en train de différencier entre les notes ou entre les différents timbres. Et en fait, cet apprentissage, probablement, va entraîner les compétences attentionnelles. Et donc, les enfants vont être plus focalisés et donc ils vont se retrouver un petit peu dans un cercle plus vertueux parce qu'ils vont être plus motivés, plus focalisés, donc ils vont avoir plus de réussite et vont pouvoir en fait voir qu'ils progressent. Et on sait que de pouvoir voir sa progression, peu importe d'où on part et d'où on arrive, mais on arrive de manière absolue, mais le fait de pouvoir voir qu'on a progressé, c'est un facteur aussi qui va entraîner la motivation. Donc potentiellement, je pense que oui, on peut répondre oui à ce type de questions. Ça va aussi donner le goût de l'effort et améliorer les compétences cognitives qui vont avoir un effet sur les apprentissages. Alors j'ai une question plus précise. Oui. Donc tu nous as présenté des résultats qui montrent qu'effectivement il y a un bénéfice de l'entraînement musical sur la segmentation du langage. Est-ce que, à ta connaissance, il a été possible de différencier quelle était la composante de la musique qui était la plus efficace pour cette compétence de segmentation? Est-ce que c'est plutôt la mélodie? Est-ce que c'est plutôt le rythme? Est-ce que c'est plutôt le timbre? Est-ce que des études se sont penchées véritablement pour rechercher ces facteurs-là? Oui, alors il y a des études qui se sont penchées sur ce facteur-là. De ce que je connais, c'est plutôt, alors il y a des effets de la mélodie et du rythme, les deux, puisqu'on sait qu'en fait ce sont deux choses qui nous aident à segmenter la parole et et en fait de rajouter ces éléments-là dans une voix monotone. En fait, si vous rajoutez juste en fait des changements au niveau de la mélodie. Donc, vous allez varier, par exemple, la hauteur tonale de manière régulière, ça va créer une mélodie. Ou de la même manière, en fait, si vous avez créé un rythme en changeant de manière régulière tous les 3 temps, et ben, ou toutes les 3 syllabes s'il s'agit d'un signal de parole, eh bien, on sait que ça va aider pour la segmentation de la parole. Ouais. Donc, probablement, ce sont des facteurs qui vont entrer en ligne de compte pour l'aide à la segmentation de la parole, tout à fait. Dans les dernières diapositives que tu nous as présentées, tu parlais de l'impact de ces entraînements musicaux chez des patients qui présentaient des dyslexies. Est-ce qu'il existe d'autres études qui ont été faites chez des enfants qui présenteraient des troubles neurodéveloppementaux et est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Alors, il y a surtout, enfin, à ma connaissance, je connais certaines études sur notamment la dyslexie. Donc, la dyslexie, c'est un trouble de la lecture, mais une des causes principales de la dyslexie, c'est la difficulté finalement à avoir une conscience phonémique, donc autrement dit, à arriver à distinguer correctement les sons à l'intérieur des mots. Donc, c'est pas la seule cause de la dyslexie, mais c'en est une des principales. Et en fait, ce que notamment Aline Frey et Clément François ont montré dans différentes études, c'est que quand on fait un entraînement musical pour la dyslexie, eh bien, ça améliore leur capacité à distinguer entre différents sons, notamment les sons de consonnes, dont on sait en fait pour lesquels ils ont des difficultés et qui va avoir un impact pour l'apprentissage de la lecture par la suite. Donc oui, il y a certains types d'études qui montrent des effets positifs pour les troubles du langage et de la communication de manière générale. Après, on peut avoir aussi, il y a peut-être des effets aussi. Oui. Je t'en prie, je termine.
Non, mais simplement, je voulais aussi signaler qu'il y a aussi des effets sur les personnes qui sont atteintes du trouble du spectre de l'autisme. Il y a des effets aussi où la musique les rassure beaucoup, parce que c'est des gens qui sont très anxieux. Et donc là, la détresse émotionnelle va être pas mal récompensée. Puis je sais aussi qu'il y a certaines études qui sont en cours qui montrent, qui cherchent à voir si l'entraînement de la musique, ça entraîne beaucoup l'attention. Est-ce que ça aiderait les enfants qui ont des troubles au niveau attentionnel, donc troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Donc ça, on ne sait pas encore exactement si c'est le cas, en tout cas à ma connaissance, mais je sais qu'il y a des recherches en cours sur ce type de thématique. Et qui nous donne encore plus envie de nous intéresser à ce sujet et d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se fait dans ce domaine-là. Donc, une super présentation qui rejoint pas mal de remarques sur voilà, le fait que cet entraînement musical va vraiment avoir un impact qui est très large sur le fonctionnement de l'enfant. Ça va de l'émotion jusqu'à l'imaginaire, jusqu'à la mémorisation, jusqu'à l'attention. Donc, merci beaucoup. Je pense que j'ai fait le tour des diverses questions qui nous ont été proposées. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais qu'on discute ensemble encore pendant des heures. Merci beaucoup pour cette superbe présentation. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux, Madame Faure pour votre présentation, Madame Mazza pour la coordination des questions. Il est temps désormais de conclure cette webconférence. Donc, je vous rappelle que ce webinaire donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne dès demain sur la chaîne YouTube du réseau des INSPE et vous retrouverez également tous les replays du cycle sur le site. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez revisionner les précédentes conférences. J'étais ravie d'animer ces webinaires. J'espère que vous avez apprécié les sujets qui vous ont été présentés par nos différents intervenants. Merci à tous de nous avoir suivis et puis à l'année prochaine pour de nouvelles éditions du Printemps de la recherche en éducation. Au revoir. Merci. Au revoir. À l'année prochaine.